Bien, donc je vais faire une présentation des grands espaces à haute naturalité de nature férale, mais surtout au regard de la classification UICN des aires protégées, qui est un outil très important qu'on met en place au niveau national et international. Donc je vais articuler mon propos sur trois thématiques. Vous présenter en premier lieu les catégories UICN d'espaces protégés, simplement pour avoir quelques éléments de contexte. Ensuite, un deuxième point très rapide sur la place de la naturalité dans ce système de classement des espaces protégés, dans un système international. Et puis un troisième point que j'ai intitulé « Catégories de la naturalité ». Simplement, on va se concentrer sur quelques-unes de ces catégories pour lesquelles la naturalité constitue un enjeu et un objectif de gestion. Alors, le système de classification UICN des aires protégées, pourquoi et comment est-il apparu ? Savoir que depuis la création du parc national de Yellowstone en 1872, on a une croissance continue en nombre et en superficie des espaces protégés à l'échelle internationale, puisqu'aujourd'hui, donc ça date de 2012, il y a plus de 170 000 aires protégées à l'échelle internationale. Ça représente plus de 12% de la superficie des terres émergées. En ce qui concerne les océans, c'est un petit peu moins, mais on voit que la croissance est pérenne. Et surtout, elle est distribuée de façon quand même très, très, très forte à l'échelle internationale, avec quelques îlots de concentration qu'on voit ici sur l'Europe et l'Amérique, mais tout de même une distribution spatiale extrêmement forte sur les terres comme sur les mers. Alors ça se traduit par quoi ? Très concrètement, 177 000 espaces protégés, c'est 177 000 situations de gestion. C'est aussi un très grand nombre de statuts de protection, d'objectifs de gestion, de modalités également, réglementaires, foncières et autres. Donc finalement, on est en face d'une réalité extrêmement complexe et diversifiée. Peu harmonisée, même parfois au sein des États, on a de très très grandes différences. Dans le contexte français, on a une quinzaine de statuts de protection. L'Espagne en a encore plus, et si on multiplie par le nombre de pays, vous imaginez le nombre de noms et de systèmes d'espaces protégés. Donc il est apparu très clair nécessaire, en tout cas au niveau international, de parler un langage un peu commun, donc de disposer d'un système de référence pour essayer de pouvoir partager l'information entre pays. Et l'UICN s'est attaché à mettre en place ce système à la demande des Nations Unies dès les années 1960-70, en commençant d'abord par élaborer une définition universelle d'une aire protégée. Donc vous la voyez ici, donc une aire protégée telle qu'elle est définie par l'UICN, c'est un espace géographique, bien sûr. Clairement défini, ça veut dire qu'il dispose d'un périmètre, qui est normalement annexé sous forme de carte. Il est reconnu, donc ça veut dire inscrit avec une assise juridique, dédié et géré par des moyens légaux ou autres, pas nécessairement réglementaires, pour favoriser, et là c'est très important, la conservation à long terme de la nature. C'est bien cet objectif de gestion principal, il peut y en avoir d'autres, qui détermine une aire protégée. Une fois qu'on s'accorde sur cette définition, et donc on a ces 177 000 espaces qui correspondent à cette définition, et bien effectivement il y a un système de classement qui est international, qui a été mis en place, et qui ne souffre d'aucune adaptation possible à l'échelle régionale ou nationale, puisque précisément c'est son intérêt que d'être global. Alors par contre, il essaye de recourir à la totalité des situations, même si il est très, très, très petit, c'est 6 catégories au total, donc forcément sommaire. Ce qui est très important, c'est que le choix de la catégorie se fait essentiellement en fonction de cet objectif principal de gestion à long terme qui définit l'aire protégée. Alors, le système en tant que tel, le voici. On voit il y a 6 catégories de gestion, de 1 à 6. La première catégorie étant subdivisée. C'est celle sur laquelle on va parler un petit peu par la suite. Donc, les toutes premières, ce sont des réserves intégrales, généralement, qui sont dédiées à la recherche scientifique, à des suivis ou des observations, ou à la protection de la naturalité ou des ressources sauvages. Puis ensuite, bien sûr, la catégorie 2, qui est la catégorie reine du dispositif, dans le sens où c'est la première sur le plan historique, c'est le parc national qui a pour particularité d'avoir 2 objectifs de gestion à peu près au même niveau, protection d'écosystèmes, à des fins récréatives. Et c'est vrai depuis la création des grands parcs américains. La troisième catégorie, monuments naturels, elle s'adresse plutôt à des éléments spécifiques, généralement géologiques, pas uniquement, mais qui sont extrêmement rares et typique. Quant à la quatrième, c'est celle qui concerne des espaces où on intervient dans la gestion, donc à travers un certain nombre d'actions pérennes la plupart du temps, où on se donne la possibilité d'intervenir pour protéger certains habitats ou certaines espèces cibles. La catégorie numéro 5, c'est celle des paysages protégés. Donc là, on s'intéresse à la conservation de paysages qui sont souvent le produit, la résultante d'une interaction entre l'homme et son environnement.
Et la toute dernière, donc, ce sont les aires protégées de ressources naturelles gérées. Donc là, on est plutôt dans des contextes assez naturels et où on admet la présence de populations traditionnelles, locales, qui entrent en interaction durable avec les écosystèmes naturels. Alors, quel usage on a de ce système ? Originellement, il a été développé pour essayer de mettre de l'ordre dans toute cette complexité des désignations et des nomenclatures internationales et nationales, donc effectivement de faciliter les comparaisons entre les différents pays. Ça a aussi pour but d'informer les organisations internationales, à commencer par les Nations Unies, qui disposent d'une base de données des aires protégées, chaque aire devant être normalement assignée d'une catégorie. Et puis ça a aussi un rôle dans la planification des systèmes, puisqu'on a là une palette finalement de tout le champ des possibles en matière de gestion, et les États peuvent tout à fait remplir cette palette avec leurs statuts nationaux, locaux, régionaux. Bien sûr, au niveau local, chaque catégorie est décrite avec les modalités et les objectifs de gestion, et ça peut aussi servir de guide, de ligne directrice pour la définition d'un certain nombre de plans de gestion. Alors j'en viens maintenant au deuxième point sur la place de la naturalité dans ce système. Alors, il y a un mot qui a été prononcé hier, notamment dans la table ronde, c'est le mot gradient, qui me paraît effectivement très important et qu'on retrouve dans ce système de classification, puisque de la catégorie 1 à la catégorie 6, effectivement, il y a un gradient d'intervention humaine. On passe d'une nature sanctuarisée, dans les toutes premières catégories, un peu mise sous cloche, entre guillemets, vers une nature où la présence de l'homme est permanente et où on admet effectivement une interaction durable, pour peu qu'elle le soit, avec l'environnement. Ce gradient, il apparaît aussi en termes de naturalité, puisque de la première à la toute dernière catégorie, on voit qu'on est de conditions, pas de conditions naturelles, voire totalement non anthropisées, à des conditions beaucoup moins naturelles. Et particulièrement pour la catégorie 5, donc c'est une spécificité qui est effectivement, je le disais tout à l'heure, des paysages protégés, puisqu'ils résultent de l'interaction entre l'homme et l'environnement. On peut y trouver par exemple les terrasses dans les Philippines ou les paysages agropastoraux dans les Cévennes en France. Alors je passe cet élément de matrice pour vous montrer qu'effectivement ce gradient de naturalité, on le retrouve également ici sur cette carte qui est la carte des espaces protégés à l'échelle européenne, qui sont assortis de leurs catégories correspondantes, où l'on voit que pour l'Europe du Nord et la Scandinavie, effectivement la catégorie 1 et 2 prédomine, donc des conditions plutôt naturelles, et c'est parfaitement cohérent avec la réalité écologique de ces pays. Et plus on va vers le sud, effectivement, plus on est dans des catégories, je dirais, où la gestion durable prédomine. Au niveau international, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de spécialisation géographique de ces catégories. Ce n'est pas uniformément réparti sur le globe. On voit que la catégorie 1 est très prédominante en Scandinavie et en Australie. La catégorie 1B, donc zone de wilderness, les plus sur l'ouest américain, ce sont les anciennes réserves autochtones, indigènes. Et puis en Scandinavie, réserve de Sami. Et au niveau de la catégorie 2, parc national, par contre, on a une distribution très homogène des parcs, avec le plus grand d'entre eux qui figure, là vous le voyez, sur le Groenland. La catégorie 3, monuments naturels, donc, il s'intéresse à des éléments très très spécifiques et particulièrement concentrés en Europe de l'Est et en Russie, et un petit peu aussi aux États-Unis. On va trouver les grandes arches dans l'Utah notamment. La catégorie 4, alors là, effectivement, c'est celle qu'on trouve en plus grand nombre, notamment en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, et ça correspond effectivement à la réalité de gestion et à la réalité anthropique de nos pays, où on doit intervenir assez régulièrement dans les écosystèmes pour protéger notamment des espèces ou des habitats bien particuliers. La catégorie 5, paysages protégés, on la trouve très particulièrement concentrée en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Ce sont des pays ou des cultures paysagères par essence qui ont développé effectivement un fort attrait pour ce patrimoine. Quant à la catégorie 6, qui correspond, je le rappelle, aux aires de gestion durable des écosystèmes, on la trouve plus concentrée dans les pays du Sud, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Bon, il y a le cas des réserves extractivistes au Brésil, qui est très connu. J'en termine avec les catégories de la naturalité. Donc, c'est toutes deux premières catégories, sachant que la naturalité est quand même présente un petit peu, on l'a vu, avec des gradients divers dans l'ensemble du système. La catégorie 1A et 1B sont effectivement les deux plus importantes pour notre sujet naturalité, puisqu'elles visent effectivement à préserver des espaces qui ont été peu ou pas anthropisés et où les forces naturelles prédominent. Avec cette petite différence que la 1A est généralement portée sur de petites superficies et qu'elle vise surtout le suivi scientifique à long terme, et la catégorie 1B sur des grandes superficies où elle admet la présence de populations autochtones, puisque celles-ci souvent sont faiblement densifiées. Pour en terminer, quelques exemples. La catégorie 1A, bien sûr, il y a l'Australie, qu'on a vu sur la carte tout à l'heure, et en France, on a le parc national des Écrins, la réserve du Lovitel, qui a été récemment reconnu à l'échelle internationale comme relevant de cette catégorie, où l'on fait effectivement du suivi scientifique à long terme. Catégorie 1B, donc les zones de wilderness,
plutôt concentrés, on l'a vu, aux États-Unis ou en Europe du Nord. En France, on n'a pas d'exemple connu à ce jour, ce qui n'interdit pas de penser qu'on puisse un jour en assigner ou en trouver. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.